Mesdames, Messieurs, devant ces troubles clairsemés, mais volontaires, je dirais qu'on n'est toujours trahi que par les siens, puisque c'est la justice qui nous met en retard, et comme moi j'étais juge à la Cour de cassation, conseiller à la Cour de cassation, voilà, j'en suis là. D'abord, je voudrais faire... Tu peux te lever une seconde ? Voilà, je veux dire un grand merci à Thierry Berthier. Voilà. Pour tout le travail qu'il a fait et surtout la mise en place de tables rondes qui étaient d'une extrême qualité. Tout le monde je me suis mis au fond pour entendre un peu mieux et regarder un peu ce qui se passait dans la salle. Et j'ai remarqué qu'effectivement, c'était vraiment de grande qualité. La deuxième chose que je voulais dire sur la substance, sur le fond, pardon, je me fais prendre par mon anglais, je voulais dire que il y a toujours eu dans les tables rondes une mixité complète, privé, public, privé, plus exactement. Si on parle, du roi, il faut le placer en premier. Donc, public, privé. Ça, c'était vraiment, et je crois que ça, il faut vraiment le dire, avec des gens qui connaissaient les sujets, qui, à mon sens, ont fait de cette conférence une des belles conférences cette année, des plus belles conférences, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, dans le cadre de l'intelligence artificielle et de ses connexions, ce qui n'était pas facile à faire avec la cyber. Je voudrais aussi remercier les gens de la chaire. Il y en avait beaucoup, il y en a qui sont partis, mais il y en a qui sont là encore, Myriam Kemener, Olivier qui est là-bas, Eric, Cécile qui est partie, etc. Et les gens aussi de l'administration de la chaire, en particulier Thierry Renoux et ma collaboratrice qui a fait un travail remarquable sur le plan de la communication. Elle est là-bas, elle vient déjà encore prendre des photos. Il s'agit de Sixtine Gauthier. C'était publié, c'était publié sur Facebook, il y avait tout ce qu'il fallait. Une chose que je voudrais faire, si on peut, collecter pour ceux qui le veulent, parce que je pense qu'autrement ça sera compliqué, collecter pour ceux qui le veulent et mettre en ligne les interventions qui ont été prononcées, parce que je pense qu'il ne faudrait pas que ça se perde. Cette affaire-là doit continuer. Cette affaire-là doit continuer et l'année prochaine, il faudra refaire un bilan d'étape. Je pense que maintenant le système est lancé. Il faut continuer à montrer quoi ? À montrer qu'en Europe, on a une certaine puissance, on a une certaine intelligence et que finalement, je vais reparler de ça à la fin de mon intervention parce que dans une de mes fonctions, j'étais sous-secrétaire général des Nations Unies chargé du contre-terrorisme au Conseil de sécurité. Et effectivement, je me suis trouvé en position de voir ces différences de puissance au niveau des États, mais aussi au niveau des GAFI, puisque j'étais le premier à amener Microsoft et Brad Smith au Conseil de sécurité, ce qui faisait que les ambassadeurs avaient des yeux éberlués. Mais je trouvais quand même que c'était important de dire ce pouvoir des acteurs privés, et en plus de le dire en présence des Chinois, qui étaient là et qui étaient toujours très présents dans tout ce qui concernait la cyber et la lutte contre le terrorisme, même dans le cadre de l'utilisation d'Internet par les terroristes. Et je vous dirai à la fin quelques espoirs que j'avais là-dedans. Enfin, au terme de ces 2 journées, consacrées, si je puis dire, à l'intelligence artificielle dans tous ses états, on pourrait dire 2 ou 3 choses qui me semblent essentielles. D'abord, qu'il faut vivre dans une société qui n'aura pas capitulé et qui n'aura pas laissé à des puissances colossales, qu'elles soient étatiques ou autres, liées au développement des puissances colossales qui ont lié leur puissance et qui continuent et qui vont augmenter de lier leur puissance au développement de l'IA. On ne devra pas capituler, on devra prendre un virage pour faire nôtre des secteurs essentiels de ce nouvel outil absolument incontournable pour la vie dans notre société. On l'a vu dans la justice, on l'a vu dans la défense, on l'a vu pour le développement technologique, on l'a vu dans tous les secteurs qui nous ont été proposés aujourd'hui. Et pour regarder lucidement notre avenir, je pense qu'il faut reprendre 3 éléments majeurs. Premièrement, le partenariat public-privé, qui constitue la clé de voûte du développement de l'intelligence artificielle et dans lequel on a beaucoup de progrès à faire en France, mais, comme l'avait dit d'ailleurs le président du CNRS, il faut davantage de partenariat public-privé.
Mais moi, j'ai vu ce partenariat public-privé pendant ces 2 jours. Si j'ose dire, Madame l'avocat général, pour être un juge, je n'en suis pas moins un témoin aujourd'hui. Et je dirais même que, aujourd'hui et hier, je veux dire que ce partenariat public-privé, à partir du moment où il y a quelqu'un et une petite équipe qui s'est mise en tête de mettre en place ce partenariat public, privé, université et société de tous les jours, militaire, Gérard est encore là aujourd'hui, il fait aussi partie de la chaire d'ailleurs. Non, on peut arriver à faire ça. On peut arriver à le faire peut-être en dehors des cadres. C'est ça qui, à mon sens, est nécessaire. Alors quand on parle des États-Unis, moi ça me fait pas très peur, moi qui ai vécu là-bas pendant des années, je me dis souvent que un État, je parle d'un État des États-Unis, un État, bon, c'est un État, mais au niveau fédéral, ils n'ont pas tellement de puissance. C'est pas leur problème, la puissance au niveau fédéral. La puissance, c'est au niveau des sociétés, des compagnies, comme ils disent, etc. Et puis un État qui peut développer à droite, à gauche les choses. Donc il faut que l'on continue ce partenariat public-privé. Et je trouve que justement, chez nous, là, il y a ce partenariat. J'ai vu hier les gens de chez moi, avec l'accent que je porte au fond de moi. On ne sait pas, quand je parle anglais, que je suis français. Mais quand je parle français, on sait que je suis du Sud, par contre. Et je dois dire que j'ai été très heureux de voir les gens de l'Occitanie développer, j'ai encore un vivant exemple devant moi en matière de médecine. Ça m'a fait très plaisir de voir ça, puisque mon père était professeur de médecine. Donc je dirais que je suis très heureux de voir que dans les régions, ça se développe. En Île-de-France, en Occitanie, en Bretagne, c'est extrêmement développé. Donc il faut s'appuyer sur ces pôles régionaux et peut-être même si les régions sont grandes, les mettre ensemble. Si l'État ne peut pas, il ne peut pas. Mais on fera autre chose. Si l'armée peut, elle peut. Mais il faut absolument avancer. Dans cette perspective, je dirais même, peut-être même, regrouper des régions pour comparer les expertises à travers les régions. Ensuite, le deuxième point que je voulais développer, c'était la mise en place des paramètres. On en a parlé hier, moins aujourd'hui, parce qu'on parle tous de l'intelligence artificielle qui nous échappe, de celle qui pourrait être non contrôlée. Bon, on a vu déjà qu'il y avait des moyens, des outils de contrôle, la justice s'en sert. Cécile Loutrieux nous a parlé un peu de la démocratie qui allait là-dessus. Mais je pense qu'on doit aller plus vite dans la mise en place de ces paramètres. Et ça, c'est un point sur lequel on doit insister. La confiance, comme on a dit, la confiance des concitoyens, elle vient de quoi ? Elle vient du fait qu'ils connaissent, qu'ils savent que ce n'est pas une bête féroce et que finalement, c'est quelque chose qui va leur être utile. S'ils proposent, si on leur demande des données, il faut que dans les paramètres qui demandent les données, il y ait suffisamment de points durs au-delà desquels on ne pourra pas aller. C'est bien, le RGDP est là, l'ordonnance est venue, mais ça ne suffit pas, c'est pas là-dedans qu'il faut aller. Quand j'ai travaillé aux Nations Unies avec les GAFA, il y avait des GAFA qui, sur le plan du terrorisme, me fermaient des sites à partir du moment où c'était des gens qui étaient inscrits sur la liste des terroristes au sens des Nations Unies. C'est là-dessus qu'il faut aller. C'est-à-dire, il faut convaincre les sociétés privées que, dans la mesure où elles font n'importe quoi, ça va finalement leur retomber sur la tête. Et c'est la même chose, je vous regarde, et c'est la même chose avec les États. Et il faudra faire exactement la même chose. Mais pour l'instant, j'en suis à ces paramètres et je reste là-dessus. Et donc, le troisième point que je voulais évoquer, après les paramètres, c'est cybersécurité, cyberdéfense, quelle relation avec l'intelligence artificielle ? Bon, il est évident, et j'aime beaucoup aimer ce qu'a dit Gérard de Beauboissel, quand il a dit « Ah, chez les militaires, le chef doit rester le maître ». C'est-à-dire l'homme, à la fin. Le chef, c'est l'homme. Eh bien, je pense que là-dessus, on doit être intransigeant. L'homme doit rester le maître. C'est clair, net et précis. Autrement, les gens n'auront pas confiance. Et si les gens n'ont pas confiance, l'intelligence artificielle n'est pas évidemment vouée à l'échec, mais elle aura certainement des côtés négatifs qui développeront des contre-pouvoirs
extrêmement durs, extrêmement importants, comme ceux que l'on peut voir dans la société française actuellement. Je veux dire, il faut savoir qu'on peut avoir affaire à des contre-pouvoirs. On ne va pas se laisser aller comme ça. Le français, on est ici au CNAM, qui a été créé au moment de la Révolution française. On est par essence des rebelles chez nous. Donc je ne pense pas qu'on puisse se laisser aller comme ça, comment dirais-je, dans ces éléments. Et le dernier point que je dois évoquer, c'est celui de la mixité. On a dit hier, et ça c'est un problème qui me chagrine beaucoup, que l'intelligence artificielle est la plupart du temps gérée par les hommes. Il y a une interview qui m'a beaucoup intéressé, et j'étais aussi dans une conférence il y a quelque temps au Jeudi de la sécurité, une interview au Figaro, dans lequel le professeur Émile Servan-Schreiber révèle des résultats stupéfiants qu'il a obtenus à la suite d'une étude scientifique précise. Ainsi, le professeur Servan-Schreiber dit que pour orienter une entreprise dans ses prévisions ou dans sa stratégie d'innovation, dans un bouquin qui s'appelle Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences, les secrets de l'intelligence collective, les pouvoirs de l'intelligence collective sont bien plus puissants que l'intelligence individuelle. Alors, il prend un exemple qui a été donné par des scientifiques du MIT et de l'université de Carnegie Mellon, et qui ont calculé un QI de groupe, c'est-à-dire sa capacité à résoudre un problème comme cela se faisait avant individuellement. Ils en ont conclu que le QI du groupe n'était pas une addition des QI individuels, mais vraiment le fait que le groupe a sa propre intelligence. Et là-dessus, ils ont dit une chose intéressante. Parce que ces scientifiques sont arrivés à la conclusion que plus il y avait de femmes dans un groupe, plus le groupe était intelligent. C'est pas de la blague, c'est une étude scientifique. Alors tout simplement parce que les femmes ont une intelligence émotionnelle plus développée qui permet au groupe de mieux réfléchir. Et généralement, les femmes communiquent mieux, ont une écoute plus riche, plus bienveillante, une capacité à deviner les émotions des autres, à se mettre à leur place et à comprendre les non-dits. Ce qui fait que ça améliore d'une façon considérable la bande passante du groupe et le QI du groupe. Alors, vraiment, il va falloir vraiment s'atteler à ça parce que ça n'est pas faire, entre guillemets, une fleur aux femmes, une question de mixité, tout ce que vous voulez, c'est une question de, comment dirais-je, d'efficacité. Et il faut rentrer ces choses-là dans la tête. Fermer le banc, dirait-on, en termes militaires, puisque je suis à la chaire Saint-Cyr, je dois dire des choses comme ça. Enfin, je voudrais vous faire méditer sur une question complexe qui a été abordée et qui a été une sorte de fil rouge de notre conférence, géopolitique, éthique et philosophie morale par rapport à l'intelligence artificielle. Alors c'est un triptyque sur lequel nous réfléchissons depuis bien longtemps, tous, l'humanité finalement, actuellement, mais pour lequel nous n'avons peut-être pas amené sur l'avant de la scène tous les éléments qui doivent être mis en avant. La géopolitique et l'éthique, à premier abord, ne font pas bon ménage. Pourtant, en termes de puissance, la stratégie du faible au fort, qui a déjà été utilisée en matière nucléaire, nous offre des pistes de réflexion. Il faut y penser. Quand le général de Gaulle a mis en place la bombinette, comme on disait à l'époque, tout le monde riait. À la fin, personne n'a ri du tout. Et ça nous a donné un outil de défense important. Donc, il faut comprendre que les États qui ont des intérêts divers, et la Chine, et la Russie, et la France, comme on dit en anglais, les five big fat cats, c'est-à-dire aux Nations Unies, les 5 membres permanents des conseils de sécurité, sans compter les BRICS, si vous voulez, on peut raisonner avec eux. Mais on peut raisonner en leur disant, si tu fais ça, je vais te faire ça, et je vais te faire mal. Et j'ai beaucoup aimé que vous citiez, Gérard, encore une fois, la théorie de la capacité offensive depuis janvier 2019. Nous avons une possibilité offensive dont il ne faut pas se priver en intelligence artificielle. C'est clair qu'il faut affirmer une certaine puissance, même si on est faible par rapport au fort. Il faut l'affirmer. Et en fait, à partir de ce moment-là, on peut dire, et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on peut dire aux autres, bon, on va en rester là, mais, si vous voulez, on va mettre en place de l'éthique. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a quelques mois, je suis allé
en Fédération de Russie, j'ai discuté avec des gens d'un certain niveau important qui m'ont dit qu'il faudrait qu'on ait un outil international de lutte contre le terrorisme, un instrument. J'ai fait des yeux comme ça. J'ai regardé un peu, j'ai vu qu'ils étaient hackés par d'autres pays, en particulier par celui que vous avez cité. C'était d'ailleurs la principale cible des Chinois, c'est la Russie, parce que la Russie comporte des réserves pétrolières, des réserves gazières, etc., que les Chinois n'ont pas. Ils ont un gros tas de charbon sous le sol, mais ils n'ont que ça. Pratiquement. D'une manière, ils n'ont que ça, si vous voulez, sur le plan des ressources naturelles. Ils n'en ont pas, en tout cas, au niveau qu'ils ont besoin pour ce qu'ils veulent faire pour leur intérêt de puissance. En tout cas, même si ce que je dis est un petit peu contestable sur le plan chinois, il n'en reste pas moins qu'ils ont hacké d'une manière systématique la Russie pour avoir des ressources supplémentaires. Bien. Alors, après, on peut parler d'éthique. Là, on dit, bon, quand on a les deux éléments, les éléments de puissance en main, c'est là qu'on peut dire, bon, si vous voulez, on peut faire autrement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer vraiment à discuter. Et alors, évidemment, sur l'éthique, on nous a parlé de l'éthique, mais moi je reviendrai plutôt sur le plan philosophique. Plusieurs écoles s'affrontent, mais il est certain que nous devons visiter 5 philosophes, Aristote, Kant, Rousseau, Schopenhauer et Nietzsche. Et personnellement, sans prétention aucune, je ne pourrais pas dire avec Aristote ou Rousseau que le mal existe mais que l'homme est bon, ou que l'homme est bon et que c'est la société qui le corrompt. Je dirais simplement avec le professeur Servan Schreiber qu'il faut faire jouer notre intelligence collective pour que tous ensemble nous sachions construire un monde dans lequel les nouvelles puissances de l'intelligence artificielle donneront à nos enfants un avenir meilleur. Et je ne saurais terminer cette brève allocution de clôture sans remercier les gens de la chaire et aussi les partenaires de la chaire cyber, les mécènes de la chaire cyber. Et vous voyez, nous, on fait déjà du partenariat public-privé d'une manière claire. Et je leur sais gré, il y en a un ici qui n'a pas pris la parole, qui est resté tranquille dans son coin, si j'ose dire, qui nous donne cette capacité d'exister sans rien nous demander. Et nous avons notre liberté de travail autant que nous voulons. Et nous pouvons travailler de ce fait en interchaire, très librement, sous la houlette de l'amiral Vérel, ici présent, merci aussi d'être là, avec la chaire navale, la chaire CIB-R, la chaire du CNAM, si vous voulez bien de temps en temps travailler avec nous, chère madame, et puis la chaire Castex et les autres. L'union fait la force, dirait-on en Belgique, mais on peut le dire aussi en France. Merci de votre attention.